Boudère is back, les amis Boudère que vous avez pu déjà voir dans les studios de KF. Et ici, il est avec nous dans une salle un peu spéciale. T'es pas chez KF aujourd'hui, mais il y a l'énergie de KF quand même, Boudère. Tu la ressens ou pas? Il y a l'odeur de KF. L'odeur de KF. Non, ça c'est mon odeur, Boudère. Bonjour à tous les auditeurs, toutes les auditrices. C'est un bon moment qu'on va passer là. Je l'espère, on a 25 minutes. On a le temps. Forcément, on va parler de ton spectacle parce que si tu es là en Belgique, c'est parce que tu seras du côté de Forêt Nationale. Tu n'as pas choisi la petite salle, hein, directement Forêt Nationale. Non, j'ai commencé déjà au théâtre de Molière. J'ai aussi au quartier Matanguay, c'est ça. Après, j'ai joué au Cirque Royal. J'ai voulu finir en beauté au Forêt Nationale. Non, Boudère, la suite, c'est le stade Roi-Baudouin. C'est notre stade de France à nous. Alors la suite... Allez, Boudère, tu veux pas être le premier... J'aimerais bien pour le prochain spectacle, exactement. Alors, Boudère, c'est vrai que... alors moi, je t'ai connu dans les émissions d'Arthur. Je t'ai connu chez Hanouna aussi, hein, avec tes blagues qu'on fait le tour de TikTok. Pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que ce spectacle, finalement, c'est le retour de Boudère à ses premiers amours au stand-up. Exactement. Boudère sur scène, en mode stand-up, c'est quoi exactement ? Déjà, c'est un spectacle qui se passe dans ma chambre d'enfant. Ouais. C'est-à-dire que j'ai un décor, j'ai un lit, j'ai les murs, j'ai les posters que j'avais dans ma chambre d'enfant. Et je raconte tout ce qui s'est passé à partir de cette chambre d'enfant. Tous les déboires de mon premier spectacle, quand je n'étais pas connu. Moi qui ne suis papa aujourd'hui. Cette société un petit peu de beaux gosses dans laquelle on vit. Donc, je raconte un peu tout ça. J'ai hâte de venir donc le 3 novembre à Forêt Nationale pour découvrir ça. C'est le genre de thématique moi qui m'inspire, qui m'intéresse parce que dans l'émission sur KF, c'est vrai qu'on aime bien s'intéresser aussi aux clés de la réussite finalement de tous ces artistes qui ont réussi à vivre de leur passion. C'est un objectif qu'on a tous. Ouais. Et donc effectivement il y a la thématique de toi et puis ton développement dans la comédie, mais il y a aussi le vivre ensemble. Mais avant de parler du vivre ensemble, il y a le vivre avec soi-même aussi un peu, non ? Oui, bien sûr. Je pense que c'est le départ de toute chose. Et moi, le vivre ensemble, j'en ai fait mon cheval de bataille, j'en ai fait mon fer de lance. C'est-à-dire que c'est important. Et c'est pour ça que dans mes spectacles, il n'y a pas de vulgarité. C'est pour attirer les familles, les enfants. Parce que la base d'un pays, c'est les enfants. Et si on arrive à les éduquer au vivre ensemble, à ne pas se moquer des autres, et de s'accepter comme on est, et de ne pas être différent, mais autrement, je pense que plus tard, ça en fera des adultes intelligents. T'as toujours été dans ce mindset-là ou finalement c'est l'expérience de la vie qui t'amène à vouloir être ambassadeur de tout ça ? Est-ce que c'est mes années d'éducateur de rue ? Peut-être, il y a ça aussi qui rentre en jeu. J'ai fait ça pendant plus de 10 ans. Donc forcément, ça m'a forgé un état d'esprit. C'est l'éducation aussi parentale. C'est un peu tout, quoi. Entraîneur de foot aussi. Ouais, l'entraîneur de foot, c'était ça. J'étais éducateur. Le foot n'était qu'un prétexte. N'était qu'une vitrine pour que les enfants viennent et m'écoutent. Donc, je faisais beaucoup d'aide de devoirs, beaucoup d'accompagnement scolaire. Et donc, voilà, le foot, c'était vraiment la petite carotte au bout du bâton. Mais donc, ce spectacle, tu dis c'est un spectacle familial, donc on va beaucoup rire, parce que c'est le principe, on va aussi apprendre des choses alors. Il y a un spectacle, pour moi, un spectacle d'humour sans message, c'est un spectacle vide. Il faut quand même qu'on ait des messages positifs. On donne notre avis un peu sur ce qu'on vit et positivement, quoi. C'est comme ça que je vois l'humour, moi. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le stand-up. C'est un vrai truc en Belgique aussi. Il y a plein de comédie clubs. Ils avaient beaucoup de talent et beaucoup de mecs et de nanas qui prennent le mic et ça, c'est super, ça. Alors, ok, on fait ta promo, on parle du spectacle à Forêt Nationale, mais là, maintenant, il va falloir que tu partages un peu quelques clés pour tous ceux qui ont aussi envie de réussir à vivre de leur passion comme toi. Tu dis quoi un petit jeune qui dit « Boudère, j'ai trop envie de faire comme toi ». Déjà, je lui dis, trouve-toi un vrai travail d'abord. D'abord, un vrai travail qui va te donner à manger, qui va te permettre de payer ton loyer et de ne pas avoir ce souci-là en tête. Et le soir, de prendre une feuille, un stylo, d'écrire des blagues et d'aller jouer, d'aller tester ces blagues-là dans des cafés-théâtres. Il y en a à Bruxelles, il y en a partout. Il y en a à Liège aussi. Donc, la Belgique n'est pas avare d'endroits, hein. La Belgique est aussi... comme la France fait partie des pays où l'humour est bien reçu. Donc oui, et surtout la deuxième chose, c'est de se dire pourquoi tu fais ça, quelles sont tes raisons. Si la raison, c'est d'être connu et d'avoir de l'argent, tu vas pas durer longtemps parce que le chemin est long, semé d'embûches. On regarde, après c'est humain de regarder le résultat, plutôt que le travail qu'il y a eu derrière. Moi, j'ai eu la chance dans ma carrière de connaître les deux choses. J'ai connu une grosse montée en 2003-2004 où j'étais hyper connu. J'ai fait des films, j'ai fait Nuit sa mère, j'ai fait Beurre sur la ville, j'ai fait mon spectacle. Et après, j'ai eu une chute de 2-3 ans
parce que personne t'appelle, parce que tu n'as pas d'inspiration pour écrire, parce qu'il faut te remettre au travail. Comment tu as fait alors pour te remettre de ce moment-là? Bah, j'ai pris une feuille, j'ai pris un stylo et T'as rien lâché, quoi. J'ai écrit, et je sais qu'il y a des choses que j'ai écrites qui n'étaient pas drôles, que j'ai jetées à la poubelle, des choses qui étaient très drôles que j'ai jetées à la poubelle aussi. Donc voilà, c'est des doutes, mais c'est un vrai travail. En fait, il faut prendre ça comme un travail. Si on prend ça à la légère, forcément, ça n'ira pas. Hein. Alors c'est comique, tu dis qu'il faut prendre ça comme un travail, mais quand je t'ai posé la question, tu as commencé en disant déjà, je lui dirais de trouver un vrai travail. Alors c'est un travail ou c'est pas un vrai travail? Alors, un vrai travail, c'est celui qui va vous permettre de manger. Ouais. Et le travail qu'on fait, nous, avant de toucher des gros cachets et avant d'être payé, c'est long. C'est long, et en même temps, dans une interview, j'ai entendu, et c'est comique parce que tu es un des rares qui l'exprime comme ça. On dit souvent, quand on parle des artistes, c'est souvent la galère, et puis tu as quand même voulu remettre un peu l'église au milieu du village en disant, ok, mais dis-moi quel métier, tu joues 10 minutes et tu gagnes 30 euros. Ben oui, mais parce que moi, je suis fils d'ouvrier, parce que j'ai travaillé très tôt. Je commençais à bosser à l'âge de 16 ans, faire de l'argent de poche. Donc je sais la valeur de l'argent. J'ai été aussi au CPAS, c'est comme ça qu'on dit Ouais. pendant que j'ai eu 3 ans de CPAS. En plus, je venais d'avoir mon fils, donc c'était un petit peu, pour moi, voilà, il fallait vite trouver une solution. Et j'ai pas honte de dire ça. Tout en étant connu, j'allais au CPAS parce que quand j'avais de l'argent, je payais mes impôts, donc j'ai pas de souci d'argent. Mais ce qui est important, c'est la valeur de l'argent, la valeur qu'on donne de l'argent. C'est vrai qu'il y a des gens en France, alors je ne sais pas en Belgique, mais le salaire moyen pour 1 heure de travail, c'est 8 euros. Nous, on monte sur scène, on joue 1h30 et on est quand même plus ou moins bien payé avec les droits d'auteur, avec les entrées, avec plein de choses. Après, c'est clair qu'il ne faut pas calculer l'instant T, il faut calculer les années de galère avant pour pouvoir un peu valoriser ce qu'on a. Mais et nous, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. C'est-à-dire que là, je peux sortir et puis faire un dernier spectacle et puis après retomber dans une non-créativité et c'est compliqué. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la multiplication des scènes, des salles, des petites salles, on peut parfois... J'ai un ami humoriste qui me dit j'ai joué 4 fois sur la soirée, donc 4 fois 30 euros, 4 fois 50 euros. Donc est-ce que le message qu'on peut faire passer, c'est quand même de dire on peut démarrer et quand même gagner un peu sa vie quand même? Oui, mais le piège, il est là. Le piège, il est dans le sens de se dire, voilà, si on joue pour gagner 50 euros, 30 euros en faisant 10 minutes, on ne forge pas une carrière. Ouais. Ces petites salles-là servent à écrire un spectacle. Elles ne servent pas à gagner les 30 euros tout de suite. C'est pour ça le petit bonus pour quand même se dire... c'est un petit bonus pour se dire, voilà, tu t'es déplacé. Mais ce qui est important, c'est de se dire, voilà, je joue dans des petites salles, dans des comédie clubs. Il faut qu'au bout de 2 mois, 3 mois de comédie club, j'ai un spectacle entier. Si on fait un calcul mathématique qui est très simple, si on joue pendant 60 jours dans un comédie club tous les soirs, si chaque soir on trouve 1 minute de blague, ça nous fait 1 heure de spectacle. On se croirait dans les problèmes mathématiques, là, examen. Non, mais exactement, vecteur, fraction. Mais c'est vrai que c'est hyper. J'en parle avec passion parce que j'en vois plein des humoristes et je trouve qu'il n'y en a pas assez. Ouais. Et j'en connais plein qui commencent et c'est des effets de. C'est un effet de pétard. Ça pète une fois et après, il n'y a plus de nouvelles de ces mecs-là. Moi, j'ai plein de copains qui avaient un super spectacle et qui, à un moment donné, ils ont disparu de la sphère médiatique. Alors, c'est quoi le secret pour durer? C'est le travail. C'est de se dire, voilà, de prendre ça comme un travail, de ne pas prendre ça à la légère, d'avoir une vraie équipe autour de soi qui travaille, d'être dans un mood de boulot et de toujours se renouveler. Et le travail, c'est quoi concrètement? Parce que tu sais bien, aujourd'hui, on entend toujours ça. Le travail, on a l'impression qu'il faut bosser 10 heures par jour. C'est ça que tu veux dire? Il faut bosser 10 heures par jour? Je ne sais pas s'il y a un temps normal, s'il y a un temps donné, mais le travail, c'est quoi? C'est d'être à l'heure, d'avoir écrit, d'être toujours en perpétuelle remise en question. Toujours remise en question, toujours s'imprégner de sa vie, toujours se remettre en question encore une fois et de se dire, voilà... moi, je suis en train de travailler mon prochain spectacle. Là. Ben, ça ne me dérange pas d'aller dans des petites caves où il y a 30 personnes. Alors que je sais que je joue à Forêt le 3 novembre. Mais donc voilà, c'est de se dire, voilà, les mecs, rien n'est acquis. Tout est remis à zéro quand on écrit un spectacle. Tout est remis à zéro. Il faut repartir au combat. Et il faut surtout éteindre son téléphone quand on en interview. Non, mais voilà, le travail, c'est ça. C'est de pas... le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on devient vite connu. Ouais. Les humoristes, les petits humoristes d'aujourd'hui qui arrivent, qui seront les grands humoristes de demain. Qui pensent être connus parce qu'ils ont fait un plateau télé ou ils ont fait 3 millions de vues sur TikTok. Donc ça va très vite. Ouais.
et avoir le côté star avant d'avoir le spectacle, c'est pas bon. C'est pas bon. Ouais, c'est pas bon. Ouais. En tout cas, ça pousse pas à travailler. On est dans une fainéantise, on se dit ah c'est bon, je suis connu, j'ai 10 minutes qui marchent. Oui, mais ça fait 8 ans que tu joues les mêmes 10 minutes. Quand est-ce que tu fais un spectacle d'une heure et demie avec une histoire, avec un vrai truc? Avec le recul maintenant, il y a des erreurs que tu as commises? Moi, je suis pas dans le regret, mais il y a des choses que tu ferais différemment. Il y a des choses que j'aurais peut-être fait différemment, des choix, des trucs, mais je regrette pas parce que ces choix m'ont appris à grandir, ces choix m'ont appris à réfléchir, à mieux choisir aujourd'hui. Donc, mais tu peux nous donner un exemple concret, par exemple, si tu devais redémarrer à zéro ta carrière, tu dirais, non, je vais commencer directement par les grandes salles et pas les petites salles, je vais mieux m'entourer. Non, mieux m'entourer, je pense. Ouais. Et c'est quoi mieux s'entourer? D'avoir un producteur qui croit en vous et surtout même se produire soi-même. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir une grosse prod, quoi. Tu te produis toi-même, tu trouves des associés à qui tu reverses des pourcentages pour travailler avec toi et travailler avec des gens qui croient en toi. Ouais. Ça, c'est important. Et ça, qui ont envie. Ça, c'est bien ce que tu dis, parce que c'est vrai que moi, je connais quelques artistes et souvent, c'est un peu le truc, c'est je joue en espérant me faire repérer. Et là, tu t'occupes à dire, finalement, soyez aussi des entrepreneurs, apprenez à vous vendre, à gérer votre entreprise, finalement. Aujourd'hui, l'entrepreneur, c'est ton téléphone. Ouais. Tout se passe au téléphone. Si tu arrives à enregistrer, à filmer en bonne et due forme un sketch qui fait 3 minutes et que tu le mets sur TikTok et que tu le mets sur Facebook, tu le mets un peu sur tous les réseaux sociaux et que ça atteint des millions de vues, bah, t'as pas besoin de producteur. Ouais. Tu trouves des associés avec qui tu trouves des gens, tu diras, toi tu t'occuperas de la paperasse, toi tu t'occuperas des bulletins de paie, toi tu t'occuperas de comment on appelle ça, de tout ce qui est presse. Ouais. Et voilà, je vous reverse des pourcentages de ce que je vais gagner. C'est comme ça qu'on travaille. Okay. Je vous verse des salaires, il faut croire en soi. Après, ça demande beaucoup de compétences aussi qu'on n'a pas forcément quand on est artiste. Mais ça demande beaucoup de travail. Ouais. Ça demande mais en même temps, tu vas chercher ton pain toi-même. Oui, mais c'est ça. Quand tu as un producteur, tu es plus dans entre guillemets, dans le côté ouvrier. Je bosse, je suis payé, je bosse pas. Qu'il y ait du monde ou qu'il n'y ait pas le monde dans la salle, je m'en fous. Ça, c'est pas bon. C'est quoi la répartition qui te semble acceptable pour toi quand un producteur t'approche? Parce que ça reste toujours un modèle d'application maintenant. Il y a un producteur qui t'approche. Quel est le pourcentage acceptable? Combien un artiste devrait lâcher? Acceptable, je saurais dire, mais c'est de la discussion. Moi, je pense que 60-40, 60 pour l'artiste, 40 c'est une bonne base pour pour démarrer. C'est très bien. 50-50 si le producteur est quelqu'un que tu connais, qui a vraiment envie de se démêler, qu'il t'a pris de zéro, tu vois. 60-40, c'est très raisonnable. Et c'est vrai que quand tu es en auto-entrepreneur, comme on dit en France, quand tu es indépendant, au final tu travailles, mais comme tu dis, à la fin, l'argent il arrive sur ton compte, c'est toi qui le redistribue, c'est ton équipe, tu choisis avec qui tu bosses. Mais ça te demande... en fait, tu prends un associé qui va s'occuper de tout ce qui est en dehors de la scène. Il faut que quand tu montes sur scène, toi, tu ne te prends pas la tête. Mais il n'y a pas des portes qui se ferment quand tu n'as pas un producteur. Tu sais bien, il y a quand même beaucoup de copinage qui joue aussi avec des gens qui ont pignon sur rue. Mais ça, c'était mon époque à moi. Ouais. L'époque d'aujourd'hui, non. L'époque d'aujourd'hui, faut dire ce qui est. Je prends l'exemple de ces mecs qui sont hyper drôles sur YouTube et qui atterrissent sur scène et qui remplissent les scènes. Complètement. Donc, aujourd'hui, non, la télé n'est plus... est toujours un moyen de communication, mais n'est plus le moyen de communication. Aujourd'hui, ça, plus ça, même Snapchat. Ouais. Même, enfin voilà, il suffit de faire des choses drôles, de travailler des bons textes, et après, vous allez avoir... ça va vite, hein. C'est comme vous, dans ta radio, même si le mec n'est pas passé à la télé, mais tu sais qu'il a une audience, tu sais qu'il a un public, tu sais qu'il a une écoute, d'une très forte audience sur les réseaux, tu vas lui dire de venir, forcément. Complètement. Parce que, voilà, tu sais... Qu'il a un producteur ou pas, on le prend. On s'en fout du producteur. Ouais. Quelqu'un qui achète sa place pour aller voir Boudère. Il cherche pas à savoir qui est le producteur. Il ne savoir qui est derrière, il a envie de voir Boudère. Ouais, clairement. Et on s'en fout qui produit Boudère. C'est ça qui est important. Boudère, il y a l'argent, ça c'est un vrai débat. Il y a un autre truc qui revient souvent et j'ai envie d'en parler avec toi parce que j'ai l'impression que tu es assez à l'aise avec ça. Il y a certains artistes qui ont du mal à briser un peu ce plafond de verre parce qu'il y a parfois des complexes aussi, tu vois, liés peut-être à leur poids, etc. Toi, tu rigoles, même dans ta bande-annonce, à un moment donné, tu rigoles de ton iPhone qui reconnaît pas ton visage. Les complexes et tout ça, c'est un truc... un mec qui est complexé, tu lui dis quoi pour essayer de le... Moi, j'ai eu la chance d'être né avec ce physique
et d'être né avec les vannes qui vont avec ce physique. T'en as toujours rigolé ou à un moment donné, c'était difficile? Non. Moi, j'ai toujours rigolé. J'ai toujours été un vanneur. Moi, la chance que j'ai, c'est que j'ai ce truc inné de faire rire et de rire. Donc, j'étais le copain qu'il fallait avoir quand on était en cours, à l'école, parce que, voilà, on sait qu'avec Boudère, on va passer un bon moment, on va rigoler, c'est un vanneur, il ne s'arrête pas. Dans la vie, je suis assez drôle. Bon, là, je suis sérieux, parce que c'est une discussion un peu sérieuse, mais voilà. Et justement, je parle de ça dans le spectacle, par rapport à tous ces gamins qui n'ont pas cette chance d'avoir cette répartie et qui subissent du harcèlement scolaire. Et pour eux, l'école devient vraiment une torture, quoi. Et donc, je parle de ça. Il faut s'accepter comme on est. L'autodérision, c'est important. Savoir rire de soi-même, pour rire des autres et rire avec les autres. Moi, je ne suis pas très partisan du comique qui prend son micro et qui arrive et qui rigole de la chemise du mec qui est devant pendant 20 minutes. Parce que je me dis, mec, qu'est-ce que tu as écrit? T'as rien écrit. Si le mec à la chemise, il n'était pas venu, on n'aurait pas eu de spectacle. Donc c'est trop facile. En plus, nous, on est plus fort parce qu'on a un micro, donc on nous entend. Moi, je peux faire des vannes au public si le mec fait un truc bizarre. Mais sinon, je ne prends pas parti public. Très rarement. Et c'est vrai que tu rigoles en disant société de beaux gosses, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu es un beau gosse par l'assurance que tu dégages, par tes valeurs, par tout ça. De toi, moi, qu'est-ce qui nous empêche C'est le fait de ne pas avoir de copine, en fait. Copain, ça dépend. Mais quand on n'a pas un être qui nous aime ou quand on n'arrive pas à séduire, c'est là où c'est compliqué. On peut avoir tout le physique qu'on veut. Si on n'arrive pas à trouver une mouette, si on n'arrive pas à pécho, comme on dit, t'es pas bien. Moi, j'ai jamais eu ce problème. T'as pécho au bout de... J'ai pécho que des aveugles. non, mais j'ai jamais eu ce problème. Tu saurais avec Gilbert Montagnier. Le charme va plus loin que le physique et être aimé et avoir ce truc de faire rire et de se dire qu'avec ce mec, on va pas s'ennuyer. Et surtout l'écoute, bien écouter. Ça, c'est important d'écouter les femmes. Et je te rejoins, c'est vrai que moi j'ai un petit complexe avec mon poids et c'est vrai que c'est un peu commun. Mais puis c'est vrai que finalement il y a une femme qui m'a dit un jour, une fille qui m'a dit, mais Davy, arrête tes conneries. T'as de la discussion, tu me fais rire, j'ai même pas vu ton physique. C'est parce que tu m'en parles que exactement. Voilà. Elle m'a dit. Elle a entièrement raison. Si on met le doigt sur ce truc-là et qu'on dit aux gens, regardez, j'aime pas ma veste rouge, j'ai une veste rouge, on verra que la veste rouge. Complètement. Donc forcément, on est tous autrement. Chacun a son physique, chacun il est comme il est. C'est important. L'important, d'abord, la première des choses, c'est de s'accepter soi-même. Ça, c'est un travail. Alors, c'est un travail de psychologique qu'il faut faire, mais il faut s'accepter soi-même. Et s'imposer en disant aux gens, je suis comme ça. Et on voit, on voit que c'est... allez, je vais prendre Christophe Willem, par exemple, à l'époque, la Nouvelle Star. Allez, tout le monde foutait de sa gueule, etc. Aujourd'hui, il est invité dans les Fashion Week. C'est toujours le même gars. Alors, ok, l'argent, ça aide, t'es un peu plus conseillé, tu t'apprêtes un peu mieux, tu t'habilles un peu mieux. Mais je dirais que c'est plus finalement la confiance. Le fait qu'il ait pris de la confiance, il s'est dit, je suis peut-être bon, en fait. Et boum. Et il rayonne, il a une autre énergie. Souvent, on me dit, oui, est-ce que la célébrité, ça t'aide, par exemple, à séduire, ça t'aide. Mais la célébrité, elle te ramène une seule chose. Elle t'enlève ce premier palier qui est fait que... mais une fois que le premier palier, parce que je donne un exemple, entre deux personnes, une personne qui est connue, une personne qui n'est pas connue. Une personne qui n'est pas connue, qui doit aller séduire une femme, par exemple, ça commence déjà par la discussion, ça met du temps. Une personne qui est connue, il suffit qu'elle aille voir la fille et que la fille le reconnaisse. Le premier volet, il est cassé, mais après, il y a le volet de la séduction, il y a la discussion. Si tu n'es pas intéressant, que tu sois connu ou pas, ça ne marche pas. Clairement, on a parlé de l'argent, on a parlé un peu d'être bien dans son corps, bien dans sa tête. Une dernière barrière, c'est celle des parents. Les parents, ils nous aiment, donc ils veulent notre sécurité, tu sais bien. Et quand tu leur dis que tu veux te lancer un peu dans le milieu artistique, les parents, souvent, ils ont pas le sourire dès le départ, tu vois. Moi, j'ai eu la chance que Dieu me les laisse en vie le plus longtemps possible. J'ai la chance que mes parents m'ont toujours encouragé. Mon père m'a toujours dit cette phrase-là, peu importe ce que tu fais, mais fais-le à fond. Alors, toujours dans le licite, bien sûr, sans me ramener la police. Et donc voilà, moi, j'ai toujours été encouragé. Mon père ne m'a jamais dit ne fais pas ça, ou non, on va pas faire du théâtre, ou... Non, pas du tout. Je pense que, d'ailleurs, je tiens de lui, et c'est comme ça que j'éduque mon enfant. Fais ce que tu veux, mais fais-le à fond. N'abandonne pas, parce que l'abandon est un échec. Et si tu t'échoues, là, toute ta vie est remise en question. Donc non, moi j'ai la chance d'avoir mes parents qui m'encouragent à ça. Alors il y a cette pudeur,
Ils sont jamais venus voir un de mes spectacles. Hein. Vraiment? Ils pensent que c'est payant. Voilà, c'est pour ça. Non, mais ils ont cette pudeur de se dire voilà. Même maintenant? Même aujourd'hui, surtout aujourd'hui. Ils te regardent à la télé quand même, j'espère. Oui, ils me regardent, je crois qu'ils me regardent en cachette. Et c'est vraiment la pudeur, c'est pour ça qu'ils viennent pas? C'est que de la pudeur. Et t'as pas essayé quand même de leur dire allez, mon petit frère, alors moi frontalement je peux pas leur dire, mais mon petit frère leur a dit à mon père pourquoi tu prends pas maman et tu vas voir Boudère, il est en spectacle. En plus c'était à l'Olympia. Il dit pourquoi on lui ferait la surprise. Et ce qu'il lui a dit mon père, il lui a dit est-ce que lui il vient me voir quand je suis au travail? Et je trouvais cette phrase tellement belle. Ouais. Et bah, c'est mon papa, ça. Bon, bah, tu dois aller le voir à son travail alors. Peut-être alors, les plombiers, je peux te dire. Non, tu devais. Bon, dans l'émission d'Arthur, des métiers, t'en as fait quelques-uns. Ah oui, j'en ai fait des métiers, ouais. T'en as fait des plombiers, pourquoi pas maintenant, Boudère? Plombier, ça serait rigolo. Bon, le temps il passe super vite, on a 25 minutes. J'aime beaucoup ces discussions. On le rappelle quand même, tu es surtout là, alors pas pour jouer au psy ou au professeur, tu es là parce que tu es sur scène à Forêt Nationale le 3 novembre. Il faut aller, il faut aller choper les places. Il y a une partie des recettes qui va pour aider les Marocains à reconstruire leur maison. Donc voilà, parce que bon, on a tous réagi au séisme marocain pendant 15 jours quand c'était chaud, parce que c'était dans l'urgence et compagnie. Malheureusement, ça a mis beaucoup de temps. L'hiver approche et le Maroc, cette région est en reconstruction. Et si je peux, moi, apporter ma pierre à l'édifice, je le fais via un bout de la recette. C'est top. Un bon bout de la recette qu'on va faire. Et vous mobilisez pas mal, hein, parce qu'il y a eu un spectacle aussi récemment. Avec Gad, on a fait un spectacle. On a récolté 435 000 €. C'est énorme. Ça a été juste un truc magnifique. En plus, une soirée exceptionnelle. Et il y avait Redouane Bougaraba, Roman Fressinet, DJ Abdel, Grand et Toto, Gad Elmaleh. C'était un truc vraiment exceptionnel. Il y a une grosse communauté marocaine en Belgique, à Bruxelles. Dont mes cousins. Ils sont belges? Ah bah oui. Oui. Moi, un week-end par mois, depuis que je suis petit, je viens ici en Belgique. Ok. C'est-à-dire que moi, mes vacances de Noël, mes fêtes de Noël, j'ai passé à Bruxelles. Ok. J'ai mes cousins qui habitent à Saint-Gilles. Et donc là, j'ai joué au foot au parvis de Saint-Gilles, comment ça s'appelle, à la place Morichard, à la place Bethléem. Je connais bien, quoi. On sent que tu as envie de rendre, j'ai l'impression, de redonner. À travers ce genre d'action, mais à travers aussi ton spectacle, le fond, tout ce que tu racontes, même dans tes interviews, j'ai toujours le sentiment que c'est important pour toi. Le partage, c'est important. Je pense qu'il ne faut pas garder les choses pour soi-même. Si je peux partager, je partage. Ça peut éviter à d'autres personnes de faire des erreurs, c'est super. Nous, on va te partager notre énergie le 3 novembre dans la salle de Forêt Nationale, qui est une des plus belles salles de Bruxelles. Il va y avoir une énergie de ouf. C'est ton retour en mode stand-upper. Grave. C'est toi sur scène. Il n'y a pas d'artifice. Il y a ton décor quand même. Il y a ta chambre. Il y a ma chambre. On trouve pas dans ta chambre rapidement. Il nous reste une minute. Alors, il y a quoi? J'ai vu un petit instrument traditionnel. C'est un luth, c'est une guitare que tu vas jouer sur scène. Je finis mon spectacle avec un petit morceau nostalgique de guitare. Ça finit en beauté, en tendresse. Et à la fin de chaque spectacle, même si c'est à Forêt Nationale, même s'il y a 4000 personnes, il y a une séance photo juste après le spectacle. Voilà. Avec rencontre du public. Énorme. Je fais ça partout. Tu rentres chez toi à 5h du matin, quoi. C'est pas grave. Au moins, les gens rentreront avec le sourire et un souvenir. C'est énorme. Merci, Boudère. En tout cas, tu m'as donné le sourire dans cette interview. C'est long, la radio. Et tu reviens chez KF quand tu veux. Tu es déjà passé dans les studios. Ah ouais. Aujourd'hui, dans un lieu un peu particulier. La prochaine fois, ce sera dans un jardin. On est partout, on bouge, on est mobile. Hein, tu le vois, le studio, il se déplace. Merci, Boudère. À très vite. Et le meilleur pour ton spectacle et pour Forêt Nationale. À très bientôt. Ciao, ciao.